Donc, je disais donc merci à tous pour votre présence. Nous allons donc commencer cette présentation qui va aborder les aspects historiques des- de la Russie, de l'Ukraine, les liens historiques qui les lient. On parlera aussi de cette guerre qui est une guerre technologique aussi. On verra aussi les aspects géopolitiques et les impacts que ça aura à court, moyen et long terme sur nos sociétés. Donc, la géographie du monde a beaucoup changé, hein. Le monde est toujours en perpétuelle mutation avec des conquêtes, des annexions, des séparations, etc. Et c'est dans ce climat-là que on a vécu le siècle dernier et qui a abouti à la naissance de l'URSS en 1922, qui comprenait donc la Russie et l'Ukraine que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette, euh, cette union ne s'est pas faite du jour au lendemain, hein. Donc, il y a eu pas mal de conflits qui ont abouti à cela. Et le territoire de l'Ukraine aussi a beaucoup muté par des jeux qui ont consisté à ajouter des bouts de territoire à l'Ukraine au fil du temps. Et ce bloc de l'URSS a donc survécu à un certain nombre de conflits sur le continent européen et a quand même fini par se disloquer en 1991. Et depuis ce moment-là, les différents pays qui faisaient partie de ce bloc ont donc obtenu leur indépendance, ce qui est le cas de la Russie qui s'est donc dissous, qui s'est donc dissocié du bloc et donc qui a donné, ce qui a donné à l'Ukraine une indépendance par rapport à l'ancien bloc russe, URSS. Donc, cette dislocation a donné lieu à un événement important parce que le bloc russe, c'était quand même 22,4 millions de kilomètres carrés, une population de 286 millions d'habitants pour un PIB de 510 milliards, qui était donc la deuxième puissance au monde et qui a fini par intégrer l'ONU avec un droit de veto et donc qui était piloté par la Russie. Et donc, le fait que ce bloc se soit disloqué, on s'est donc retrouvé avec un certain nombre de petits pays satellites. On peut citer l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et aussi l'Ukraine. Donc, cela a affaibli la Russie qui pouvait compter sur tout ce territoire-là et toute cette population-là et qui lui permettait d'avoir un PIB quand même important. Et donc, l'éclatement de ce bloc a donc affaibli considérablement la Russie. À la fin de l'existence de l'URSS, la Russie s'est donc retrouvée avec une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, ce qui est important, mais qui représente moins de, un peu plus de, un peu moins de la moitié du bloc précédent, avec une population qui a été amputée de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Euh, et la Russie est donc passée de la deuxième place à la sixième place au classement mondial. Donc d'autres pays qui ils sont donc passés devant parce qu'ils n'avaient plus ce support des autres pays du bloc. Et donc, le problème qui se pose, c'est que face à la Russie, qui était un bloc très important, pour éviter qu'il y ait des guerres et des forces disproportionnées, il y avait eu un accord qui avait été conclu, qui s'est soldé par la création de l'OTAN. C'était donc une force militaire qui pouvait donc protéger les pays de l'Est face au bloc de l'URSS. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, l'OTAN a progressé, c'est-à-dire beaucoup de pays qui faisaient partie de l'ancien bloc URSS ont rejoint l'OTAN,
chose qui n'était pas envisagée au départ parce que les Américains, entre autres, avaient promis qu'ils ne recruteraient pas les pays trop proches de l'URSS pour que la paix puisse perdurer parce que l'objectif de l'OTAN est un peu l'objectif de l'ONU, hein, c'était de maintenir la paix, une paix dissuasive des deux côtés. Et aujourd'hui, l'OTAN compte 5000 277 avions de combat, alors que la Russie n'en compte que 1065. Et il y a plus de 70 000 soldats américains positionnés en Europe parce que les États-Unis sont aussi partie prenante de cette organisation qu'est l'OTAN. L'OTAN dispose de 7000 missiles nucléaires, et alors que la Russie est fait à peu près jeu égal avec 6850. Selon les chiffres officiels, bien sûr, officieusement, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces données-là. Et donc, on voit donc que l'OTAN a donc fini par encercler la Russie et avec une présence américaine extrêmement importante lorsque nous savons un peu la compétition qu'il y a entre les États-Unis et la Russie ainsi que la Chine. La Russie a de quoi s'inquiéter parce que dans le même temps, on peut remarquer qu'il n'y a aucune base militaire des pays européens aux États-Unis. Donc, il y a donc une volonté particulière des États-Unis qui est affichée, hein, d'avoir une force militaire qui soit à portée de tir de la Russie. Et donc, on voit aussi sur cette carte, hein, que les États-Unis ont un certain nombre de bases militaires, ainsi que la France aussi ont des bases militaires pas très loin de la Russie. Et toute cette proximité avec les frontières russes sont de nature à créer un sentiment d'inquiétude de la part de la Russie. Et c'est dans cette optique-là que le président russe Vladimir Poutine, depuis son élection en 2020, n'a cessé d'entreprendre des pourparlers avec les Occidentaux pour leur demander de calmer le jeu, etc. Et chose qui n'a pas été suivie des faits. Et donc, suite à cela, la Russie a donc entrepris en 2014 une stratégie qui était donc de récupérer un certain nombre de territoires qu'elle avait cédés à l'Ukraine pour donc prévenir toute agression de l'OTAN envers lui, parce qu'il faut savoir que les États-Unis, bien que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ont des programmes d'entraînement militaire avec l'OTAN, ils ont des sites chimiques, bactériologiques, etc., tout près de la Russie. Donc, la Russie a entrepris une stratégie d'attaque qui a consisté par l'annexion de la Crimée en 2014. Et comme on peut le voir sur la carte, la Crimée est composée de plus de 59% de population russophone. Donc, c'est tout naturellement que la Crimée a voté son annexion à la Russie sans difficulté. Il y a aussi une forte population russophone dans le Donbass, c'est-à-dire le Lugansk et le Donetsk. Et cette population-là aussi, depuis un certain nombre d'années, est victime d'un certain nombre d'exactions de la part du gouvernement ukrainien. Et il y a eu beaucoup de bombardements et plus de 13 000 morts. Et la communauté internationale, qui est garante des accords de Minsk, n'a jamais pris la parole pour demander au respect de ces accords. Et donc, à un moment donné, tous ceux qui suivent un petit peu la situation là-bas pouvaient imaginer que ça ne pouvait pas continuer éternellement. Mais
peu de gens pensaient que la Russie allait envahir l'Ukraine. Et c'est ce qui est arrivé il y a un mois jour pour jour, le 24 février 2022. Donc, cette crise met donc en exergue les deux forces qui s'affrontent de manière interposée par le biais de l'Ukraine, le bloc occidental et la Russie, qui a aussi un certain nombre de partenaires, même s'ils ne sont pas officiellement positionnés pour la Russie. Mais lorsqu'on regarde bien le classement en termes d'effectifs, on se rend compte que le bloc occidental ne pèse pas lourd parce que le seul pays qui représente le bloc occidental, c'est les États-Unis. Ils ne sont même pas à la première position, ils sont à la troisième position. Ils sont devancés par l'Inde et la Chine. Et c'est quelque chose qui se comprend parce que l'Inde et la Chine ont plus de 2 milliards d'habitants et les États-Unis sont suivis de la Corée du Nord et de la Russie. Donc, le nombre de soldats dans une guerre, c'est une donnée quand même stratégique qui est très importante et que nous devrons surveiller suivant l'évolution de cette situation. En termes de géographie aussi, hein, dans le top 5, il n'y a, pas de pays du bloc occidental. Hein. La Russie devance de loin, de près de 2 fois la superficie des États-Unis, qui est suivie de la Chine. Et la Russie a un certain nombre d'arguments à faire valoir en termes de population, en termes de défense. Hein, c'est la première puissance nucléaire, deuxième puissance conventionnelle et troisième puissance maritime, ce qui n'est pas rien. Et en termes d'armement aussi, hein, c'est un très grand fournisseur d'armes à divers pays de la planète. En termes de technologie, hein, ils ont le système GLONASS qui est le concurrent du GPS. Et donc, c'est un pays donc, qui est très important et qui est membre d'un certain nombre d'organisations, dont l'OMC et l'ONU, avec un droit de veto, je le rappelle. Et on voit que l'Occident est en perte de vitesse parce que les pays occidentaux qui, en termes de classement, en termes de puissance économique, prônaient les meilleures places du top 10 en 2011, 10 ans après, on voit qu'il y a une chute vertigineuse d'un certain nombre de pays, parmi lesquels on peut compter la France et, et l'Allemagne. Donc, et ces pays-là sont donc remplacés par des nouveaux pays, ce qui modifie la configuration géostratégique du monde tel que nous le connaissons. Donc, on va rapidement faire une petite analyse géopolitique, géostratégique, pardon, pour comprendre ce qui nous arrive. Donc, on a en termes d'économie, les États-Unis qui actuellement représentent la première puissance économique du monde selon le classement du PIB, mais les États-Unis sont déjà devancés par la Chine au jour d'aujourd'hui. Si nous prenons le classement selon le PIB en parité avec le pouvoir d'achat. Et comme on le voit sur ce graphique, il y a beaucoup de pays européens qui devraient avoir des places honorables par rapport à leur stature et leur positionnement géopolitique dans le monde. Ah ben, ces pays-là sont en train de perdre leur place au profit de ce qu'on appelle les pays émergents, que sont l'Inde, le Brésil, etc. Et donc, on voit sur le graphe de droite que les pays qui sont en vert, qui sont les pays d'Europe, ah ben, ils sont en train de glisser vers le fond du classement du top 10, alors que les pays asiatiques qui sont en rose et rouge sont en train de trôner le top du classement. Donc, en termes de géostratégie, on n'aime jamais perdre sa place, donc on veut toujours, si on n'a pas les moyens donc de conquérir une place légalement, on va toujours essayer de faire trébucher le voisin qui est en train de prendre des positions de façon à le faire tomber.
Et c'est dans cette optique-là que les États-Unis ont décrété un certain nombre d'embargos pour empêcher à la Chine de le distancer. Et les Européens aussi, ils ont profité de l'annexion de la Crimée pour décréter un certain nombre d'embargos vis-à-vis de la Russie pour éviter que la Russie ne continue à prendre de nouvelles positions. Cette guerre aussi est une guerre technologique parce que lorsque la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine, l'armée russe a commencé par bombarder aussi des centres stratégiques tels que les centres de télécommunications. Parce que pour piloter les drones, il faut qu'il y ait une connexion à Internet pour que les drones puissent être commandés. Et donc, l'Ukraine a donc eu pas mal de difficultés suite à cela. Et l'Ukraine a fait appel à Elon Musk pour avoir accès à sa constellation Starlink, qui est donc une technologie nouvelle, hein, où ce sont des satellites à basse altitude qui permettent de couvrir la planète de connexion Internet au débit direct. Et donc, Elon Musk a accédé à cette demande, et ce qui a permis à l'Ukraine de pouvoir utiliser les nombreux drones qui lui ont été offerts par d'autres pays, et donc de pouvoir les utiliser pour attaquer les soldats russes de nuit, parce que ces drones sont équipés de visées infrarouges qui leur permettent de savoir les zones où il y a des soldats qui sont en train de dormir, etc. Et donc, cette technologie Starlink est en train de changer la donne par rapport à ce qu'avait prévu l'armée russe. Et donc, c'est une donnée qui est à prendre en compte pour l'instant. Et en termes de données stratégiques aussi, comme l'Occident avait testé les sanctions sur la Russie, qui avaient quand même commencé à fonctionner depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée, et donc c'est tout naturellement qu'ils se sont dit, bon, on va donc accélérer les sanctions. Donc cela va faire plonger le rouble, la monnaie russe, et donc ce sera fini de la Russie. Ils vont pouvoir gagner la guerre comme cela. Et donc, on a vu que la Russie, pendant toute cette période de sanctions depuis l'annexion de la Crimée, n'a jamais pris de décision économique qui serait de nature à permettre à son économie de refaire surface. Donc, ils ont donc gardé la reine sur l'échiquier. Et donc, là, ils sont en train de sortir cette reine. Et la reine qu'ils ont sortie récemment, c'est que ils n'acceptent plus, ils n'accepteront plus bientôt les paiements en euros et en dollars, ils n'accepteront que des paiements en roubles. Donc, ce qui va donc obliger les Européens qui sont dépendants de pas mal de ressources russes d'acquérir des roubles sur le marché, ce qui va donc faire remonter le cours du rouble. Et à ce jeu-là, on peut dire échec et mat pour la Russie pour l'instant. On verra ce qu'il en sera demain. Quels sont les impacts actuels et à venir de cette crise sur nos sociétés? On voit que la Chine, déjà, est l'un des plus grands importateurs d'armes et ils se fournissent auprès des meilleurs. Ça pourrait être les États-Unis, mais sachant l'inimitié qui existe entre les États-Unis et la Chine a donc préféré se fournir en armes auprès de la Russie, parce que évidemment, en achetant des armes américaines, les Américains auront tous les loisirs de désactiver ces armes-là en cas de conflit. Donc la Russie, la Chine n'est pas bête, et donc elle se fournit en armes auprès de la Russie, qui est une puissance technologique en termes d'armement extrêmement importante. L'Inde aussi, qui est le plus grand acheteur d'armes au monde, se fournit principalement auprès des Russes. Donc, à 58% de la fourniture d'armes de l'Inde provient des Russes, et même Israël dépasse les États-Unis. Et c'est vous dire comment la confiance dans l'armement des Américains a fortement chuté ces dernières décennies.
Et donc, on voit aussi que pour l'énergie, la Chine, la Russie est un grand fournisseur pour la Chine. Plus de 60% de la consommation chinoise en pétrole provient de la Russie. Donc, on comprend que la Russie est un acteur important dans l'économie chinoise et que donc la Chine ne va pas chercher des ennuis avec son voisin russe. Il en va de même en ce qui concerne les pays occidentaux qui sont très dépendants des matières premières et dont la Russie est un grand fournisseur. Et donc, ce conflit-là donc, a déjà des répercussions sur le prix de l'énergie et donc sur l'économie occidentale, donc sur nous qui vivons en Guadeloupe, en Guyane, en métropole. Et on a vu euh, le, le- comment dire, l'impact de l'énergie en 2019 sur le PIB. Et donc, on voit quel impact que ça aurait en 2022 si l'État devait prendre la différence, le delta, entre le prix qui était pratiqué l'année dernière et l'augmentation de prix. Donc, on voit que pour la France, ça correspondrait à 3,4% du PIB, ce qui est extrêmement important. Donc il est illusoire de penser que ces pays-là vont pouvoir absorber la différence qui existe entre le prix réel et le prix qu'on a l'habitude de payer pour, par exemple, pour le pétrole, pour l'électricité, etc. Et on voit aussi que cette crise aura un impact très important aussi sur la dette publique. On sort d'un Covid qui a aggravé la dette publique de la France de 7%, et ça devrait continuer donc si cette crise continuait. Donc, ça ne s'annonce pas très bien du tout, ni pour la France, ni pour les autres pays occidentaux, la manière dont cette crise continue. Et quel impact pour l'Afrique? L'Afrique aussi a besoin d'énergie, mais a aussi besoin de nourriture. On prend l'exemple du blé, qui est un indicateur très sérieux. On voit que, par exemple, en Somalie, Bénin, etc., ces régions-là dépendent à 100% du blé ukrainien et russe. Donc, autant dire que dans une époque aussi troublée, ben, que ces pays-là auront du mal à fabriquer toutes sortes de produits qui dérivent du blé. D'accord? Donc, nous devons donc nous attacher les ceintures et nous attendre à des jours pas très, très réjouissants à venir. Donc, pour finir, est-ce que cette guerre sera une guerre mondiale? Ah ben, on voit que la Russie a quand même des acteurs qui lui portent un soutien quand même, si ce n'est affirmé, mais au moins un soutien qui est perceptible. On a des pays comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite, l'Inde, la Chine, qui n'ont pas voté la résolution qui a été proposée à l'ONU contre la Russie parce que il y a des intérêts économiques extrêmement importants et ils ne veulent pas se fâcher avec le voisin russe. Et aussi, ils n'ont aucun intérêt non plus, ils n'ont rien à gagner dans cette guerre qui est vraiment une crise totalement occidentale qui ne les concerne pas. Toutefois, il y a quand même des pays africains qui ont suivi le bloc occidental. Donc, on voit que la planète est divisée en deux parties. Le vert qui est pro-occidental, donc pro-ukrainien, et tout ce qui n'est pas vert, qui est potentiellement avec la Russie. Donc, il y a donc un risque de contamination si le conflit devait mal tourner. Et il y a une phrase de Vladimir Poutine euh, qui a dit récemment, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas. Cela veut dire que si il devait être en position de perdre cette guerre, donc on pourrait dire adieu à la planète. Quand on sait qu'il a des, des missiles tels que le Satan 2
qui est capable de raser la France avec une seule bombe, et les pays limitrophes, ça donne quand même quelques sources d'inquiétude. Et la religion dans tout ça? L'Ukraine, c'est quand même 65% d'orthodoxes pour 6% de catholiques, et la Russie, 41% d'orthodoxes et moins de 6% de catholiques. Et Vladimir Zelensky a appelé le pape, il lui a demandé d'intervenir dans cette guerre, et donc pour mettre fin à cette souffrance. Donc, pour l'instant, on ne voit que l'Église catholique qui est sollicitée en tant que religion dans ce conflit. Donc, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette présentation.